Alors maintenant qu'on a créé notre table, ce que l'on aimerait bien faire, c'est forcément rentrer des informations pour pouvoir ensuite les utiliser pour notre petit site de recettes de cuisine. Alors pour insérer des informations, on va utiliser la commande insert into. Encore une fois, on commence par regarder sur la documentation la structure de cette commande-là. Donc je vais faire une petite recherche sur insert into. On retrouve donc ce premier résultat. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Alors, on va sauter un petit peu la partie en haut, et on a ici le insert. Donc on a après plein de choses que l'on peut sauter, into. Et après, on a le nom de la table, ok, et on doit préciser la liste des colonnes. Et après, on aura un values, où on va préciser la liste des valeurs. Alors c'est un peu compliqué comme schéma, donc je vous donne directement la requête. Alors on va commenter ce qu'on a fait tout à l'heure, et on va faire notre insert into. Donc il s'écrit de la manière suivante, insert into, et vous allez mettre les champs que vous souhaitez enregistrer. Donc title, slug, content, duration et online et created at. Ensuite, vous fermez la parenthèse et vous allez mettre values et mettre les différentes valeurs associées. Alors au niveau de ces valeurs-là, il va falloir faire attention. Quand vous avez des chaînes de caractères, il faudra les mettre entre guillemets. Donc par exemple, pour mon titre ici, je vais mettre entre simples quotes, salade de fruits. Donc là, je suis en train de modifier la partie title. Alors, si vous avez besoin de plus de logique, ce que vous pouvez faire, c'est aller à la ligne, comme ça, hop, vous allez à la ligne, vous mettez les différents champs, hop, title, slug, content, duration et online, comme ça, voilà, on s'y repère un petit peu mieux, et vous mettez les values de la même manière. Ça peut être un petit peu plus intéressant visuellement, donc là, encore une fois, vous choisissez les conventions qui vous vont bien, voilà, comme ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, on met une virgule, le slug, donc ça sera salade-de-fruits. Hop, j'ai oublié un R ici. Ensuite, on va mettre le contenu, donc là, on va mettre du contenu pour tester, hein. Contenu de test. La durée, donc la durée, ça va être un entier, donc là, on va mettre directement la valeur, on va dire qu'il faut environ 30 minutes. Le online, on va dire que cette recette est en ligne, donc on va utiliser true, c'est un mot-clé qui est disponible. Alors dans le cas de SQLite, ça c'est simplement des constantes qui pointent vers 1 ou 0, parce que je vous l'ai dit, ça sauvegarde ça sous forme de nombre. Mais dans le cas d'autres bases de données, c'est vraiment un type particulier. Et après, le datetime, ça va être un timestamp, donc c'est un nombre qui représente le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc ce que vous pouvez chercher, c'est le timestamp du jour. Vous pouvez chercher ça en ligne. Voilà, vous prenez le timestamp et vous le mettez à ce niveau-là. Donc là, on a inséré notre première ligne qui représente une recette de cuisine. Je mets le point virgule et je vais exécuter cette requête-là. Donc je fais un coup de run query. Il me sort une petite erreur, il me dit j'ai un problème dans la requête parce que j'ai oublié ici de préciser le nom de la table. Donc faites bien attention à votre schéma, hein. Ici, après le insert into, on doit mettre le nom de la table. Donc là, je mets que j'insère dans receipts. J'essaie de réexécuter cette requête-ci. Il me dit bien que ça a bien réussi. Et maintenant, si je veux vérifier que ça a marché, je peux, dans le cadre de VS Code, cliquer ici sur la partie lecture pour qu'il me montre la table. Et je vois bien qu'il me montre une table qui contient mes enregistrements avec le titre salade de fruits, le slug que j'ai mis là, le contenu, la durée et les différentes informations. Donc voilà comment on peut insérer une valeur. Alors on va en insérer une seconde juste pour tester. On va mettre une soupe. Voilà, on va mettre soupe. On va se dire qu'il faut 10 minutes pour faire de la soupe. Je ne suis pas un très grand cuisinier. Et par contre, on mettra que ça ne sera pas en ligne. Donc on mettra false à ce niveau-là. On exécute cette requête-là. Et si je clique sur le lecture, on voit maintenant qu'on a 2 lignes, 2 enregistrements dans notre système de gestion de base de données pour nos 2 recettes. Donc ça, c'est l'insertion. Si on souhaite maintenant récupérer des informations, là j'ai cliqué sur le petit bouton lecture, hein, c'est pratique, mais dans la réalité, il va falloir taper une requête SQL. Donc pour récupérer des informations, on va devoir utiliser la requête qui est la requête select. Donc là, encore une fois, on va regarder au niveau de la documentation comment fonctionne une requête select. Et là, accrochez-vous, c'est en général la requête qui a le plus d'options et qui est la plus complète. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal compliqué. Donc on va se passer un petit peu de la documentation pour cette requête-là et je vais vous expliquer les choses. Donc en fait, on va faire un select suivi de la liste des champs que l'on doit récupérer. Donc par exemple, si je veux juste le titre de mes recettes, je vais mettre title.
Si je veux en plus le contenu, je mettrai content. Si je veux que la durée, je mettrai duration. Donc là, on met les colonnes que l'on souhaite récupérer. Ensuite, on va utiliser le mot-clé from. Donc ça va nous permettre de spécifier la table que l'on souhaite utiliser. Donc je veux récupérer le titre et la durée depuis la table recette. Si vous faites ça, ça va générer votre requête. J'exécute et ça me donne bien un tableau avec juste les deux informations dont j'ai besoin. Si vous souhaitez récupérer toutes les informations, plutôt que de mettre ça, vous pouvez mettre un étoile. Étoile veut dire je veux tout récupérer, c'est une sorte de joker. Et là, il me renverra toutes les données qui sont dans ma table. Alors si on regarde un petit peu ça, on voit que pour la partie online, comme je vous disais, il sauvegarde ça sous forme d'entier, et pour les dates, il sauvegarde ça sous forme de timestamp. Maintenant, imaginons on souhaite récupérer seulement les recettes qui durent moins de 20 minutes. Là, on va pouvoir utiliser un autre mot-clé qui est le mot-clé where. Where doit être suivi d'une série de conditions. Donc là, encore une fois, si on va sur la documentation, vous allez ici avoir un where où on a des expressions. Si on descend un petit peu, on a des explications sur comment fonctionne une expression. Et là, on arrive sur un truc encore plus compliqué. Mais pour résumer, on a les comparaisons. Donc pour faire une comparaison, on va mettre le nom du champ, donc par exemple duration, et on va lui dire je veux que ça soit inférieur strictement à 20. Et dans ce cas-là, ça va nous renvoyer tous les enregistrements qui ont une durée inférieure à 20. Si j'exécute ça, ça va nous donner que la soupe. Je peux aussi faire un test d'égalité. Par exemple, je peux lui dire je veux tous les articles qui ont comme slug soupe. Et dans ce cas-là, ça me donnera que la soupe. Si je veux la salade de fruits, je fais salade de fruits. Et ça me donnera la salade de fruits. Si je fais quelque chose qui ne correspond à rien, ça ne me donnera rien. Et on a d'autres expressions. Par exemple, si on regarde rapidement, on a une expression avec un is between. Là, ce que l'on peut lui dire, c'est que je veux les recettes. Donc on veut duration. Hop. On regarde un petit peu. Donc là, on a le nom de notre expression et ensuite on met between les deux valeurs. Donc je lui dis, je veux que duration soit between 0 et 30 par exemple, ou 20. J'exécute cette requête-là et ça va me donner que celle-ci. Si j'étends un petit peu mon espace, hop, ça va me donner les deux. Donc vous pouvez avoir des expressions qui peuvent varier un peu d'une base de données à l'autre. Vous avez aussi quelque chose qui est assez utile, c'est le in. Vous pouvez par exemple lui dire, je veux que le slug soit dans ces éléments-là. Donc vous mettez une première valeur, par exemple soupe, une seconde, une troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est pratique quand vous voulez récupérer plusieurs éléments. Le in, voilà, vous permet comme ça de tester, une valeur doit être dans un de ces éléments-là. Si j'exécute, ça me donne les deux, et si ici je me trompe un peu, ça va m'en donner qu'un. Pour les égalités, vous avez le signe supérieur, strictement inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement supérieur ou égal. Si vous voulez dire différent, vous pouvez faire point d'exclamation supérieur. Et là, vous mettez soupe. Ça vous donne dans ce cas-là tout ce qui n'est pas de la soupe. Dans certaines bases de données, vous avez aussi ce symbole-là qui donne le même résultat. Mais je vous conseille de plutôt utiliser point d'exclamation égal parce que c'est quelque chose qu'on reconnaît un petit peu plus dans d'autres langages. Vous pouvez aussi combiner les choses. Vous pouvez combiner les choses grâce à des opérateurs de liaison et ou. Il fonctionne comme dans la langue française au final. Vous pouvez lui dire je veux que le slug soit de la soupe et je veux que la durée soit inférieure par exemple à 20. Et dans ce cas-là, ça vous donne quelque chose qui satisfait ces deux règles. Si vous mettez un OR, il faudra satisfaire une des deux règles pour correspondre. Si par exemple je lui dis je veux quelque chose qui ait un slug soupe ou qui ait une durée supérieure à 20, il vous donnera les deux résultats. Le premier parce que c'est un slug de soupe, et le second parce que la durée est supérieure à 20. Par contre, attention quand vous commencez à avoir plus de deux éléments. Par exemple ici, si je lui dis je rajoute un AND et je veux que online soit égal à true, dans ce cas-là, si j'exécute ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il ne me renvoie pas ce second résultat. Pourquoi il me le renvoie? Parce qu'en fait, lui, c'est comme si on avait écrit d'abord cette condition. Donc il veut une durée de 20 et un online vrai. Donc ça permet de sortir la première ligne, ou ce résultat-là. Donc vous pouvez choisir l'ordre d'opération en mettant des parenthèses. Donc c'est un petit peu comme si lui, par défaut, il fait ça. Parce que le « et » est toujours prioritaire par rapport au « ou ».
Donc c'est un peu comme le système que vous avez vu à l'école avec les multiplications qui sont prioritaires vis-à-vis des additions. Donc là, en fait, il vous sort quelque chose qui a soit un slug qui est à soupe, donc c'est ce résultat-là, soit qui a une durée supérieure à 20 et qui en plus est online, ce qui correspond à la salade de fruits. Si je mets ma parenthèse différemment, par exemple comme ceci, voilà. Donc là, il va chercher quelque chose qui a un slug à soupe ou une durée supérieure à 20. Donc ça va me donner les deux résultats, mais il demandera en plus que le online soit true, ce qui ne va donner ici qu'un résultat. Donc les parenthèses permettent d'organiser les opérations, et n'hésitez pas si nécessaire aussi à aller à la ligne pour un petit peu plus de clarté. Donc là, à vous de voir un peu comment vous voulez organiser les choses, mais soyez le plus clair possible quand vous écrivez ce genre de choses, parce que ça peut être rapidement compliqué. Une règle qu'il faut retenir avec les booléens, c'est que true et true, ça donne true. True et false, ça donne false, parce qu'un des éléments est faux. False et false, bon, ça on peut le deviner, ça donne false. Donc ça c'est ce qu'on appelle les opérateurs, les opérations sur les booléens. Et dans le cas du ou, true ou false, ça donne true. False ou true, ça donne true. Et true ou true, ça donne true. Désolé pour ma prononciation. Et ici, on a false ou false, ça donne false. Donc voilà ce qu'il faut retenir quand vous écrivez des petites conditions. Enfin, une dernière condition que vous pouvez retrouver assez souvent, c'est la condition like. Comme on l'a vu, quand on fait une condition sur l'égalité, typiquement, il ne va pas nous renvoyer les enregistrements si on tape salade. Parce que lui, il veut vraiment que le slug, ça soit salade-2-fruit. Et on se retrouve avec aucun résultat. Avec le like, vous pouvez être un petit peu plus générique. Alors si vous écrivez like comme ça fait la même chose. Par contre, vous pouvez mettre des petits pourcentages pour mettre des petits jokers. Donc vous pouvez lui dire, je veux quelque chose qui est salade suivi de n'importe quoi, avec un petit joker, avec un petit pourcentage. Si vous essayez d'exécuter cette requête-là, il va le trouver. De la même manière, si vous mettez un petit joker avant et que vous mettez juste lad, il vous donnera tout ce qui commence par quelque chose, qui a lad à l'intérieur et qui finit par quelque chose. Donc ça permet de faire des sortes de mini-recherches. Alors ça ne vous fait pas un système de recherche avec de la pertinence ou un truc compliqué, mais pour des cas un petit peu simples, c'est très très bien. Enfin, dernière petite remarque, si je fais un truc sur le title et que je veux que ça contienne le mot salade, donc là ça va me donner le premier résultat, et si je le tape ici en minuscule, ça va toujours me donner le premier résultat. Donc par défaut, ce n'est pas sensible à la casse. Donc dans ce cas-là, ça nous arrange. Dans certains systèmes de gestion de base de données, on aura la possibilité de spécifier si on veut que ça soit sensible à la casse ou non. C'est possible de le faire au niveau de SQLite, mais c'est spécifique, donc je ne vous montre pas forcément, je vous laisse chercher à ce niveau-là. Donc voilà pour la partie récupération et la partie insertion. Alors d'ailleurs, pour la partie insertion, parce qu'on l'a fait ligne par ligne, vous pouvez aussi, bon, c'est un petit peu rare qu'on en ait besoin, mais enregistrer plusieurs éléments les uns derrière les autres. Donc par exemple, ici, on va mettre soupe 2 et soupe 3. Et là, je fais deux nouvelles insertions. Si je reviens sur mon select, voilà, je lui demande de trouver toutes les recettes, là, je vais me retrouver du coup avec mes différentes recettes. Maintenant, si on souhaite supprimer des éléments, on va devoir utiliser une commande qui est la commande delete. Donc delete va permettre de supprimer une ligne. Donc on écrit tout simplement delete from le nom de la table et ensuite on utilise une condition. L'avantage c'est que c'est les mêmes principes que les conditions que l'on sait déjà écrire. Donc je peux faire un delete from receipts et venir supprimer les recettes qui ont un title qui est égal à soupe 2. Alors par contre faites très attention, si vous omettez la condition, ça équivaut à lui dire supprime tous les enregistrements. Donc pensez systématiquement, il y a même certains éditeurs qui vous protégeront contre ça, à mettre des conditions et à pas vous planter sur les conditions, sinon vous allez tout perdre. Donc j'exécute cette requête-là. Je vais aussi l'exécuter pour supprimer la soupe numéro 3. Et maintenant, si je fais un petit select, donc on va juste mettre une condition comme ça, on va faire un petit select everything from receipts. Je vois que j'ai bien seulement mes deux recettes. Enfin, la dernière requête que l'on va voir en lien avec ça, c'est la requête qui permet de mettre à jour un enregistrement. Par exemple, on se dit, tiens, j'aimerais bien mettre salade, plutôt soupe de légumes.
Donc là, on va devoir utiliser une autre requête qui est la requête update. Donc la requête update, elle va fonctionner un peu comme la requête finalement delete. On va faire un update, on va choisir le nom de la table et ensuite on va mettre un set, le nom de la colonne égale la valeur que l'on veut mettre. Donc nous on va faire un update, receipts, set et je vais changer le title et je vais lui dire que le title sera égal à soupe de légumes. Si je fais ça, ça va, comme pour le delete, agir sur toutes les lignes. Moi, je veux que ça n'agisse que sur cette ligne-là. Donc, je vais lui dire where title égale soupe. Donc là, je suis en train de lui dire modifie le titre de la soupe pour passer à soupe de légumes. J'exécute cette requête-là. Je refais mon petit select étoile. Et maintenant, cette recette a bien été modifiée. Donc voilà ce qu'il y a à retenir au niveau de la manipulation des données au niveau de SQL. Insert into va vous permettre d'insérer des données, donc vous pouvez insérer une ligne ou plusieurs lignes à la fois. Select va vous permettre de récupérer des données, donc vous pouvez préciser les champs que vous souhaitez récupérer ou récupérer tous les champs. Vous allez aussi pouvoir modifier des données grâce à la commande update. Vous devrez alors préciser les différents champs que vous souhaitez modifier et les valeurs associées. Et n'oubliez pas de mettre une condition au risque de tout modifier. Et vous avez aussi le delete qui permet de supprimer une ligne ou plusieurs dans votre tableau en fonction de votre condition. Donc ça, ce sont les requêtes que vous allez taper le plus souvent parce que dès que vous allez devoir manipuler de la donnée, c'est ça que vous allez devoir faire. Alors dans le prochain chapitre, je vous propose de parler de la notion d'index et de clé primaire parce que actuellement, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas forcément de manière d'identifier une ligne spécifiquement.